Les jouets, attrayants et amusants, et la physique, une science rigoureuse, semblent à première vue être des domaines qui n'ont rien en commun. Nous allons faire aujourd'hui une petite excursion dans le monde des jouets mécaniques qui fonctionnent selon les lois et les principes de la physique et qui peuvent servir à illustrer et certainement aussi à mieux comprendre la théorie parfois aride. Cette voiture, qui après s'être renversée, retombe toujours sur ses quatre roues pour continuer son chemin, présente un comportement inhabituel. Pour comprendre les causes de ce comportement, nous allons d'abord nous occuper un peu de l'équilibre d'un solide. Ces petits acrobates qu'on peut monter l'un sur l'autre peuvent réaliser des positions d'équilibre assez surprenantes. En effet, un solide est en équilibre si la verticale abaissée de son centre de gravité passe à l'intérieur de la surface d'appui qui est limitée ici par les pieds du bonhomme inférieur. Le comportement exceptionnel de ce bloc est explicable de la même façon. Le bloc est inhomogène. Il est formé d'une partie de bois et d'une partie de plomb. Son centre de gravité est assez près de l'une des surfaces latérales et même dans cette position que voilà, la verticale abaissée du centre de gravité passe encore à l'intérieur de la surface d'appui. Voyons maintenant ce qui se passe quand la surface d'appui se limite à une droite ou à un point. Ce disque est inhomogène. Un morceau de plomb encastré dans le bois amène son centre de gravité à la position indiquée par ici. Disposé sur un plan incliné, le disque remonte la pente. À la position d'équilibre, son poids passe par le point d'appui comme nous l'indique le petit fil à plomb attaché au centre de gravité. Écarté de sa position d'équilibre, le poids possède un moment par rapport au point d'appui marqué ici. Ce moment fait remonter le disque. Observons ce que fait le centre de gravité lors de la montée. Ce fil horizontal va nous servir de repère. Disposons le centre de gravité du disque à la hauteur du fil. Lors de la montée, le centre de gravité descend. Il descend jusqu'à ce qu'il se trouve dans la position la plus basse possible compte tenu des contraintes extérieures. Le comportement apparemment paradoxal d'une roue qui remonte à un plan incliné est un cas particulier qui sert à illustrer un principe général qui s'énonce ainsi. Un corps pesant, abandonné à lui-même dans le vide, se déplace toujours de façon à ce que son centre de gravité occupe la position la plus basse possible, compatible avec les contraintes du système. La poupée boule en est une autre application. Quelle que soit l'inclinaison qu'on lui donne, elle se redresse toujours toute seule et regagne sa position d'équilibre après quelques oscillations. Retenons que le centre de gravité de la poupée que nous avons marqué ici se trouve plus haut en position renversée qu'en position d'équilibre. En plus, le poids appliqué au centre de gravité possède un moment par rapport au point d'appui instantané.
C'est ce moment qui produit le redressement. Revenons maintenant à notre voiture, dont le comportement est maintenant facile à expliquer. La voiture est conçue de façon que dans chaque position renversée, le poids de la voiture possède toujours un moment par rapport au point de contact, moment qui produit le redressement sur les 4 roues. Le centre de gravité se place ainsi de nouveau dans sa position la plus basse possible. Ce système, dont le poids passe par le point d'appui, est en équilibre. Il est en équilibre sous l'influence de 2 moments égaux et de sens opposés. Le moment du poids de la tige avec la boule fait équilibre au moment du poids de cette tige avec le joueur de golf. En plus, le centre de gravité se trouve en dessous du point d'appui. L'équilibre est donc stable, car tout écartement de la position d'équilibre fait monter le centre de gravité. Ces bonshommes équilibristes fonctionnent selon le même principe. En les écartant de leur position d'équilibre stable, on fait monter leur centre de gravité. Le centre de gravité a tendance à atteindre de nouveau la position la plus basse possible, ce qui se fait après un certain nombre d'oscillations. Voici un cycliste en équilibre sur une corde. Le moment du poids du balancier à droite du cycliste fait équilibre au moment du poids du balancier à gauche du cycliste. En plus, l'équilibre est stable, car tout balancement du cycliste fait monter le centre de gravité de l'ensemble qui se trouve toujours en dessous de la corde. Une belle illustration d'un système en équilibre soumis à des moments qui se compensent nous est fournie par le mobile. Ces tiges horizontales, mobiles autour de leur point de fixation, sont en équilibre sous l'influence de moments égaux, mais de sens opposés. Ce bonhomme dont nous avons marqué le centre de gravité est placé sur une planche avec des clous disposés régulièrement. Il descend la planche en amenant son centre de gravité dans la position la plus basse possible. On peut dire également que le bonhomme évolue de façon à ce que son énergie potentielle devienne minimale. Il en est de même de ce cascadeur qui descend l'échelle pour que son énergie potentielle prenne la plus petite valeur possible, compatible avec les contraintes extérieures qui sont représentées ici par le plan de la table. Le slinky, ce ressort extraordinaire qui peut descendre un escalier, montre encore une fois qu'un système évolue toujours de façon à rendre son énergie potentielle minimale. Pour que tous ces jouets qui se mettent en mouvement puissent fonctionner, il faut leur fournir l'énergie nécessaire à ce fonctionnement. Pour que le slinky puisse redescendre l'escalier, il faut lui fournir de l'énergie en faisant un travail musculaire contre la pesanteur. En haut, il possède de l'énergie potentielle qui se transforme par l'intermédiaire de l'énergie élastique en énergie cinétique lors de la descente. Arrivé en bas, l'énergie cinétique est absorbée et transformée en chaleur, ce qui produit un léger réchauffement du slinky et de l'air autour. Ce toboggan à billes peut être considéré comme un système pratiquement isolé,
les forces de frottement sont minimes. Amenée en haut, la bille possède de l'énergie potentielle. Lors de la descente, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique et lors d'une montée, de nouveau, en énergie potentielle pour se retrouver en fin de course entièrement sous forme d'énergie cinétique. En effet, dans un système isolé, l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire si l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente et vice-versa. Dans ce dispositif appelé roue de Maxwell, l'énergie potentielle de pesanteur initialement présente se transforme lors de la descente en énergie cinétique de translation, mais essentiellement en énergie cinétique de rotation. Arrivé en bas, le volant remonte et ralentit pour s'arrêter pratiquement à son point de départ. L'énergie cinétique de rotation s'est retransformée en énergie potentielle de pesanteur et le jeu peut recommencer. Comme une partie de l'énergie mécanique est absorbée par les frottements qui existent toujours, la roue ne peut plus remonter exactement à son hauteur initiale. Pour remédier à cela, il faut apporter à la roue à chaque montée l'énergie perdue. C'est ce qui est fait quand on actionne un yo-yo. L'énergie nécessaire au fonctionnement d'un jouet mécanique lui est généralement fournie par l'intermédiaire de la force musculaire, comme c'est le cas dans ce jouet où un ressort est remonté. Cette fois-ci, l'énergie est stockée sous forme d'énergie potentielle élastique et non pas sous forme d'énergie potentielle de pesanteur comme dans les cas précédents. Il en est de même pour ce revolver à ressort. L'énergie potentielle élastique du ressort comprimé par une force musculaire est cédée à la flèche sous forme d'énergie cinétique. Un tireur à l'arc fait aussi un travail musculaire stocké sous forme d'énergie potentielle élastique dans l'arc tendu. Cette énergie est communiquée à la flèche sous forme d'énergie cinétique. Dans le cas de la sarbacane, les muscles du thorax compriment l'air dans le poumon. Le travail musculaire est communiqué à la flèche par l'intermédiaire de l'énergie élastique de l'air comprimé. L'air dans ce canon peut être comprimé à l'aide de ce soufflet. Le travail musculaire est cédé à la balle par l'intermédiaire de l'énergie élastique de l'air comprimé. Par une force musculaire exercée sur cette voiture, un ressort est remonté et reçoit de l'énergie potentielle élastique. En lâchant la voiture, l'énergie potentielle élastique du ressort se transforme en énergie cinétique de translation de la voiture. Cette roue fonctionne pour ainsi dire à l'aide d'un moteur à ruban de caoutchouc. En tournant la roue, le travail fourni est stocké sous forme d'énergie potentielle élastique dans le ruban tordu. Dès que la roue est lâchée, l'énergie potentielle élastique est cédée à la roue sous forme d'énergie cinétique. La roue peut quand même être remontée aussi en la faisant rouler tout simplement.
Voici d'autres gadgets qui illustrent le stockage de l'énergie sous forme d'énergie potentielle nécessaire pour faire fonctionner ces jouets. La troisième façon de stocker le travail musculaire dans un jouet peut se faire par l'intermédiaire de l'énergie cinétique de rotation. Dans cette voiture se trouve un volant qui peut être mis en mouvement de rotation rapide en agissant sur cette manivelle. En appuyant sur ce levier, l'énergie cinétique de rotation du volant est cédée à la voiture sous forme d'énergie cinétique de translation. Cette deuxième voiture fonctionne exactement selon le même principe. Évidemment, pour toutes ces voitures, les frottements ne sont pas négligeables. L'énergie mécanique initialement présente sous n'importe quelle forme finit par être absorbée par les frottements, ce qui produit l'arrêt de tous ces jouets après un certain parcours. La force de frottement, nuisible au mouvement dans la plupart des cas, permet à d'autres jouets de fonctionner. Le pivert en haut de la tige possède de l'énergie potentielle. L'oscillation qu'on lui imprime une fois lui permet de descendre. À chaque passage par la position d'équilibre, la force de frottement entre le support de l'oiseau et la tige centrale s'annule. C'est-à-dire, le pivert n'est pas freiné et il peut descendre. Dans toute autre position, par exemple, dans la position que voici, ou dans la position que voilà, la bague bloque contre la tige et le pivert ne peut plus se déplacer. La descente se fait donc au rythme de la variation de la force de frottement. L'oscillation du pivert est entretenue par l'énergie qui est puisée à chaque oscillation dans l'énergie potentielle du pivert. Ce jouet appelé pêche miraculeuse fonctionne grâce à une différence de frottement suivant la direction ou le sens. Pour comprendre pourquoi ce frottement anisotropique permet aux cygnes et aux poissons de se mettre en mouvement sur ce plateau vibrant, nous allons nous adresser à une expérience. Ce dispositif illustre le frottement anisotropique. Voici une brosse d'acier dont les poils sont obliques. La brosse est chargée d'une masse de 500 grammes et on va lui appliquer une force horizontale de 5 newtons par l'intermédiaire du poids accroché à cette ficelle. La brosse ne se met pas en mouvement. Nous allons lui appliquer maintenant la même force de 5 newtons, mais cette fois-ci en sens horizontal vers la droite. Et nous remarquons que la brosse se met en mouvement. En dessous des cygnes se trouvent deux petites brosses avec des poils obliques analogues à ceux qu'on a vus pour la brosse en acier. Le plateau vibrant entraîne les cygnes dans un seul sens. La présence de deux coussins dont l'orientation des poils est différente produit un couple de force. C'est ce couple de force qui donne lieu au changement de direction des cygnes.